Bienvenue sur la cinquième colonne pour la présentation du dernier chapitre de North Sea, qui sera donc Explorers, toujours donc un jeu de Garfield Games, et de Shem Phillips. Alors on va tout de suite voir le matériel de la boîte, en sachant que Explorers, c'est tout simplement le dernier Kickstarter qu'il y a eu il n'y a pas longtemps concernant cette série North Sea. Donc dernier chapitre apparemment de cette saga. On va y retrouver comme d'habitude, comme dans les autres chapitres, une règle de jeu que vous pourrez retrouver en français donc sur BGG et que j'ai aussi donc révisé. On y retrouvera deux tuiles de départ différentes qui ont été un stretch goal, je crois, de la campagne Kickstarter, puisque à l'origine il n'y en avait qu'une. On va y retrouver des cartes capitaines qui vont résumer la façon de scorer les points de victoire, les actions qu'on va pouvoir faire pendant le jeu, et en bas la capacité spéciale de chaque capitaine. Donc il y en a une tripotée de cartes capitaines représentant les personnages qu'on a l'habitude de voir donc dans cette trilogie North Sea. Donc, concernant la qualité du matos, bon bah c'est très souple. Voilà, c'est comme une carte de jeu, un peu plus grande. On aurait préféré des plateaux cartonnés, mais bon, je comprends pourquoi ils l'ont pas fait. Ça faisait quand même beaucoup de plateaux cartonnés à réaliser. Mais bon, on va se retrouver avec tout un tas de tuiles, donc, qui vont représenter des morceaux de terre, de continent, des morceaux d'île, avec dessus des icônes de bétail, donc dans ce cas-ci des moutons. On va y retrouver des icônes de bateaux. Voilà, il y a plusieurs bétails différents, donc des cochons. Et puis on va y retrouver aussi des icônes de colonies. On y reviendra dans les règles du jeu. Donc deux gros tas de tuiles. On va y retrouver des pions en bois à la couleur de chaque joueur. Donc on va retrouver dans ces pions les fameux meeples en forme de viking, des avant-postes qu'on va pouvoir placer donc sur le plateau de jeu en bois, et puis un petit dracar en plastique où on va pouvoir tout simplement insérer nos vikings et le bétail dans le bateau. Donc ça, on va le retrouver en trois couleurs de joueurs. On va y retrouver, pour représenter les bétails, tout le bétail qu'on va trouver sur la carte, et bien tout simplement, je crois qu'il y en a 7 types, si je ne me trompe pas. À la place de petits cubes, eh bien, on aura le droit à des meeples personnalisés. Donc là, on aura une poule, un mouton, des cochons, un cheval, si je ne me trompe pas, une chèvre et une vache. Et je crois que voilà, c'est tous les types possibles. On va y retrouver un marqueur dernier joueur et non pas premier joueur. Marqueur hiver. Et on y retrouvera aussi des petits jetons en bois avec des chiffres derrière qui sont des jetons colonies, avant-poste, non pas avant-poste, pardon, colonie. Et puis des petits jetons bateaux qu'on va devoir placer sur les tuiles. Voilà. Et un calepin de score, tout simplement.
puisqu'on va scorer sur plusieurs choses dans le jeu. Donc côté matériel, sur ce troisième chapitre, eh bien, je trouve qu'on en a un peu moins que dans les autres boîtes. Je trouve ça un peu light. Alors on voit tout de suite qu'il n'y a aucune carte, et donc que le jeu va ne se baser que sur ces tuiles. C'est la mécanique de jeu va être ces tuiles tout simplement. Et donc il est très différent des deux autres volets. Et on va tout de suite en parler dans l'explication de règles de jeu. Donc pour la mise en place du jeu, eh bien rien de compliqué. On va choisir au hasard une des deux tuiles de départ qui sont donc recto verso et qui présentent des bouts d'îles différents. Donc ça va changer le départ du jeu tout simplement pour la pose des autres tuiles. Donc on en choisit une au hasard, et puis on la place en évidence sur la table du sens que vous voulez, tout en sachant que dans le jeu on va y poser l'ensemble des 48 tuiles, donc il va falloir quand même assez d'espace sur la table pour pouvoir créer cette carte. On va le placer par exemple comme ceci. Ensuite on mélange donc les 48 tuiles tout simplement, et puis on les pose donc face cachée sur le côté du plateau. On prend la réserve de bétail donc qu'on place aussi sur le côté du plateau. On mélange donc les fameux jetons colonies à l'envers, donc côté chiffre caché, on les mélange, on les place sur le côté du plateau. On fait de même avec tous les jetons bateau. Chaque joueur prend sa couleur de viking, place tous ces vikings sur le continent de départ. Il place son bateau ici, sur la berge, et on placera 2 meeples de vikings dans le bateau. Bateau qui peut contenir jusqu'à 3 vikings. On garde de côté les 5 comptoirs. On va distribuer aléatoirement 2 cartes capitaine à chaque joueur. Le joueur les regarde et choisit le capitaine qu'il désire en fonction du pouvoir qu'il y a, enfin de la façon de scorer les points qu'il y a en bas. Le reste étant complètement identique sur toutes les cartes. L'on décide tout simplement au hasard du premier joueur, et le dernier joueur, donc le joueur à droite pardon, du premier joueur, eh bien, prend ce jeton de dernier joueur, qui est le jeton hiver. Voilà donc pour la mise en place du jeu. Et ensuite on va expliquer la thématique donc, de ce chapitre. Alors on est dans une thématique viking, hein, toujours de la même façon, ça au niveau du thème, il n'y a pas de problème, mais au niveau de la mécanique par contre c'est complètement différent de ce qu'on a pu voir dans les deux autres chapitres, Shipwright et Riders, puisque ceux-ci utilisaient donc un système de cartes, et là on voit tout simplement que les cartes ont disparu. Alors, pour ma part, c'est un peu regrettable parce que ce que j'aimais dans les deux autres chapitres, c'était ce système de cartes. On ne le retrouve pas du tout dans ce dernier chapitre, et donc ça dénote sur cette mécanique un peu par rapport aux deux autres chapitres. J'aurais bien aimé retrouver ce système de cartes, ce qui fait que c'est le chapitre que j'aime le moins par rapport aux autres, parce que j'aimais bien ce système de mécanique autour de cette thématique de viking. Là, on va plutôt retrouver une mécanique à la Carcassonne, un peu pour ceux qui connaîtraient, avec voilà, un système de découverte de tuiles qui vont créer un paysage des îles où on va pouvoir se placer pour tout simplement scorer des points. Voilà, on va avoir plusieurs façons de scorer des points en posant nos ouvriers, donc c'est un peu un jeu de pose aussi, en récupérant du bétail, en attaquant des bateaux, en récupérant des comptoirs. Voilà, il va y avoir tout un système de calcul de points, donc qui va être beaucoup plus complexe que dans les autres chapitres. Donc ce qui en fait, pour moi, un chapitre un peu unique par rapport aux autres. En ce qui concerne donc les règles du jeu,
Le jeu donc va se terminer au moment où le dernier joueur n'aura plus de tuiles en main. Donc une fois que toutes les tuiles ont été piochées et que tous les joueurs auront joué leurs tuiles, en tout cas jusqu'au dernier joueur, lorsque le dernier joueur n'aura plus de tuiles en main, eh bien la partie s'arrêtera. Et on pourra donc comptabiliser les scores à ce moment-là. En ce qui concerne le début de partie, chaque joueur va prendre 3 tuiles qu'il va garder en main et qu'il aura toujours à la fin de son tour, il devra toujours se retrouver avec 3 tuiles. Donc chacun prend 3 tuiles et puis il va entamer son tour de jeu. Alors à son tour de jeu, plusieurs actions possibles. La première qui est donc obligatoire, c'est tout simplement de placer une des tuiles qu'on a dans notre main. Tuiles donc, qui représentent plusieurs icônes, par exemple des icônes de bétail, ici on a le droit à des chèvres. Une icône avec une tuile bateau et une icône, j'ai eu de la chance, j'ai pioché les 3 différentes, une tuile avec une icône de... mince, le nom m'échappe, de comptoir. Non, pas de comptoir, de... mince, le nom m'échappe dans le jeu. Bon, ça reviendra tout à l'heure, mais en tout cas, voilà, on va pouvoir attaquer donc ces baraquements pendant le jeu. Alors, première chose, placer la tuile. Donc, en général, on n'a pas trop de problème à pouvoir placer la tuile, puisqu'on peut s'étendre un peu où on veut sur la carte. Donc, on arrive toujours à placer une tuile. Dans le cas très rare où on ne pourrait placer aucune des 3 tuiles, eh bien, tout simplement, on les défausse, on en pioche 3 autres, et puis on les mélange dans une des piles. Vous n'êtes pas obligé de faire 2 piles, hein, 2 piles plus pratiques sur la table. Donc, on fait un mélange, et puis on en retire 3 nouvelles, jusqu'à ce qu'on puisse bien sûr placer au moins une tuile. Si jamais pendant la partie vous oubliez de placer une tuile et que les autres joueurs ont déjà joué, eh bien tant pis pour vous. C'est pas grave, le jeu continue, vous avez tout simplement oublié de placer une tuile. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin de la partie, c'est le dernier joueur, donc le joueur qui a ce marqueur, qui compte pour finir la partie. Donc quand lui n'aura plus de tuiles en main, la partie s'arrêtera, même si les autres joueurs ont encore des tuiles parce qu'ils ont oublié d'en placer dans la partie. Pour placer les tuiles, la seule restriction, eh bien, tout simplement, c'est de ne pas pouvoir le placer accroché au continent, ce qui n'est pas très logique en soi, mais c'est une des restrictions qui est impossible de faire. Et ensuite, eh bien, c'est tout simplement un puzzle, hein, comme vous pouvez voir dans tous les jeux. Vous devez raccorder parfaitement l'eau et la terre sans qu'on se retrouve dans des choses comme ceci, ou des choses, voilà, de l'eau qui touche la terre, voilà, bon, c'est impossible, hein. Voilà, on fait bien correspondre les tuiles. Et ça valide la position donc de la tuile que vous placez sur le plateau. Donc première chose à faire dans le jeu, on place une tuile, on garde les 2 autres tuiles de côté et on peut faire nos actions à proprement parler. Les actions, alors on va les retrouver répétées ici. Là donc vous avez la carte en anglais, sachez qu'on peut trouver cette carte en français sur BGG, puisque l'auteur a officiellement mis un fichier de traduction de ces cartes. Alors il y a quelques fautes sur les cartes. Je suis actuellement en lien donc avec l'auteur pour qu'il puisse les changer, puisque le PDF n'était pas modifiable. Donc j'espère que dans les semaines à venir, il va nous fournir des cartes avec les fautes corrigées. Il y avait des fautes sur les noms et puis un peu sur les textes qui concernent les pouvoirs. Donc j'espère qu'il va nous mettre des cartes bien traduites, sinon je pourrais le faire. Ça va me prendre un petit peu de temps avec Photoshop, mais je pourrais corriger ça, mais je vais attendre quand même que l'auteur du jeu ait le temps de nous les fournir. Donc en français. Donc sur le côté là, on a répété le scorage de la fin de partie, et puis ici nos actions et notre condition spécifique qui va être à chaque capitaine, où on va pouvoir scorer des points différemment de tous les autres joueurs. Donc ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est tout simplement nos actions. À chacun de notre tour, donc on va pouvoir effectuer 4 de ces actions, tout simplement. La première,
qui est le chargement et le déchargement et la livraison au cas où du bétail. La deuxième, je vais tous les énumérer comme ça va être plus simple. La deuxième, c'est le déplacement de notre bateau et si jamais on rencontre un bateau adverse, la destruction de ce bateau. Ensuite, on aura le mouvement des Vikings sur les territoires et le transport du bétail, ou le raid sur un comptoir. Et puis la construction d'un outpost qui aura la particularité de nous coûter 2 de nos 4 actions. Donc on va commencer plutôt par le déplacement, et lorsque vous placez la tuile, petite chose que j'ai oublié, vous devez placer ce qui correspond sur le plateau. Donc si vous placez un bétail, eh bien vous placez le meeple correspondant, qui n'est pas celui-ci puisque c'est une chèvre, et si vous placez un comptoir, eh bien vous y placerez tout simplement un jeton retourné pour connaître la valeur du comptoir. Alors je vais essayer de laisser ces tuiles là, comme ça donnera un bon exemple de jeu. Voilà. Ici on va prendre par exemple un autre chiffre. Voilà, donc voilà les trois possibilités, les trois types de tuiles que vous allez pouvoir trouver pendant le jeu. Ensuite, eh bien, tout simplement, on va donc en premier lieu, vous n'avez pas trop le choix, vous allez déplacer, donc vous allez faire l'action déplacement de votre drakkar, de votre bateau, ou alors charger un troisième viking sur le bateau, sachant que charger 1, 2, 3 vikings sur le bateau, peu importe le nombre de vikings et de bétail que vous allez charger sur le bateau ou que vous allez décharger du bateau, ça ne vous coûte qu'une action. Donc il y aura eu 0 par exemple viking sur le bateau, eh bien vous aurez pu en charger 3 pour le coût d'une action. Ensuite, donc par exemple c'est ce que je vais faire. Ensuite, une fois que le bateau est chargé, donc ce qui vous a coûté une action, vous allez pouvoir le déplacer. Donc chaque tuile où vous vous déplacez vous coûte une action. Donc deuxième action, troisième action, il ne me reste plus qu'une action. Et pour une action, je vais me déplacer sur cette tuile. Et mon tour d'action est terminé. Ensuite, on passe au joueur suivant qui joue ses 4 actions, et puis ainsi de suite, tous les joueurs suivants, jusqu'à ce que ça revienne à mon tour pour que je puisse effectuer mes 4 actions. Alors, je reviens à mon tour, et je vais tout simplement décharger mes vikings sur cette île. Pourquoi sur cette île? Parce que lorsque je vais faire ce déchargement, eh bien, je vais pouvoir attaquer donc ce comptoir. Alors, je vais l'appeler comptoir, même si ce n'est pas le terme de traduction qui est utilisé. Pour attaquer donc ce comptoir, on voit qu'on a plusieurs valeurs. La valeur minimum étant 2 de mémoire. Voilà. 2, 3, 4, 5. Et pour pouvoir attaquer, gagner en tout cas le jeton qui va nous rapporter cette valeur en point de victoire à la fin de la partie, eh bien il faut avoir un nombre de vikings égal à la valeur du jeton qui est sur la tuile. Donc ce qui veut dire que dans ce cas-ci, je décharge mes 3 vikings et je détruis donc la colonie et je la récupère, ça me fait gagner 3 points de victoire. Si j'avais 2, bah, ça m'aurait fait gagner aussi le 2. Par contre, s'il y avait 4, je peux très bien me décharger, mais je ne gagne pas le jeton, car il me manque un viking pour pouvoir égaler au minimum la force du comptoir. Voilà, c'est tout simple pour les comptoirs. Alors revenons ici. En ce qui concerne, si je m'étais arrêté ici, par exemple, au tour d'avant, et que là je me reprends avec 4 actions. En ce qui concerne les animaux, alors je vais en mettre un de plus ici. Eh bien, donc la première chose à faire, c'est tout simplement décharger mes vikings. Donc je vais décider de décharger, par exemple, 2 vikings sur la tuile. Alors le déchargement s'effectue toujours sur la petite parcelle de la tuile. Vous n'avez pas le droit de vous placer sur une autre tuile. Si vous choisissez de faire un déchargement, vous n'avez pas le droit de dispatcher
ce déchargement. Vous devez le mettre sur la même parcelle de terre de la même tuile où se trouve votre drakkar. Première action, je décharge. Deuxième action, je peux me déplacer quand je suis à terre avec mes vikings. Alors pour se déplacer des vikings, eh bien l'action déplacement m'offre la possibilité de déplacer un ou deux vikings. Ce qui veut dire que si j'avais déchargé mes 3 vikings, eh bien je ne pouvais en déplacer que 2 pour le coup d'une action. Ou en déplacer un tout seul. Donc dans ce cas-ci, je vais en déplacer un ici pour une action. Ensuite, je vais essayer de faire remonter donc ce bétail dans mon bateau. Pour remonter un bétail, donc par exemple ici la chèvre, dans ce bateau, eh bien je dois dépenser une action chargement. Vous savez, l'action déchargement ou chargement, c'est la même, mais je dois dépenser une action. Un bétail seul ne peut pas monter dans le bateau, même s'il y a un viking dans le bateau. Il faut... Alors la façon facile d'y penser, c'est que c'est pas en sifflant que vous allez appeler les chèvres, hein. Il faut les pousser. Voilà, tout le bétail, il faut le pousser dans le bateau, et de la même façon, après, quand je vais en parler dans le déchargement, il faudra les pousser du bateau pour qu'ils se déchargent vers le continent. Donc là, dans ce cas-ci, il faut absolument avoir au moins un viking ici pour pouvoir charger le bétail dans le bateau. Donc vous pourriez avoir très bien 2 bétail comme ceci, qui ont été ramenés sur la tuile par le même viking. Eh bien, vous pourriez très bien, pour une action chargement, charger les 2 dans le bateau, puisqu'en l'action de chargement, on charge autant de vikings ou de bétail que l'on veut. Ce qu'il faut savoir, c'est que le bateau, il n'est pas commandé par le bétail, donc il faut absolument qu'il y ait un viking sur le bateau au minimum, donc maximum, il y aura toujours 2 bétail sur le bateau. Vous pouvez très bien être dans ce cas de figure et charger le viking et les 2 bétails pour une action de chargement. En ce qui concerne les déplacements, vous vous rappelez que je vous ai dit qu'on pouvait déplacer 2 vikings maximum sur une tuile pour une action. Et bien de la même façon, on peut déplacer seulement un viking et un bétail, ce qui fait toujours 2 meeples pour un déplacement. Donc dans ce cas-ci, vous ne pouvez pas déplacer les 2 bétails et le viking pour un déplacement. Vous ne pourrez en déplacer qu'un. Voilà, on peut se déplacer que 2 par 2, que ce soit 2 vikings ou un viking et un bétail. Donc si vous étiez 2 vikings ici, eh bien il vous faudra 2 actions de déplacement pour amener le bétail sur cette tuile. Voilà en ce qui concerne le déplacement et le chargement. J'espère avoir été assez clair. Donc ensuite, une fois que vous avez chargé vos 2 petits bétails dans cet exemple, eh bien vous vous redéplacez jusqu'au continent pour le décharger. Pour le décharger, il faut absolument quelqu'un sur le bateau pour décharger le bétail. Il n'y a pas d'autre moyen donc de décharger le bétail. Je ne veux pas dire de bêtises. Ah, c'est ça, il faut absolument, voilà, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, pour le charger, il faut absolument qu'il y ait au moins un minimum un viking sur le terrain. Pour le décharger, il faut au moins au minimum qu'il y ait un viking sur le bateau. De toute façon, ça va être presque obligatoire, puisque voilà, le bateau ne peut pas naviguer tout seul. Vous pouvez décharger uniquement le bétail, ou le bétail et le meeple viking, puisque lors d'un déchargement, pour une action, vous déchargez tout ce que vous voulez. C'est pas comme le déplacement. Le déplacement est limité à 2 meeples, que ce soit un meeple viking ou un meeple de bétail. Mais le déchargement et le chargement dans le bateau, il n'y a aucune limite au niveau voilà, des 3 meeples qui se trouvent dans ce bateau. Lorsque vous déchargez le bétail, eh bien vous le placez tout simplement, il a été livré au chef de clan du continent, vous le placez sur votre carte capitaine. Le bétail va rapporter des scores en fin de partie. Je vous en reparlerai après vous avoir expliqué toutes les actions. Autre action possible, se déplacer sur une case où il y a ce petit bateau là, qui est un bateau ennemi. Pour pouvoir se déplacer sur un bateau ennemi, eh bien, il faut avoir au minimum 2 vikings dans le bateau. S'il y a un seul viking dans le bateau, eh bien, il n'est pas très fier et il ne veut pas risquer
d'aller combattre le bateau, car il se peut qu'il y ait un viking qui meurt dans ce combat. Donc s'il n'y en avait qu'un et qu'il mourrait dans le combat, eh bien le bateau se retrouverait à la dérive. Donc au minimum, il faut avoir 2 vikings pour aller rencontrer ce bateau. Donc combattre un bateau, ça fait partie de l'action de déplacement, ça ne vous coûte rien, c'est gratuit. Si vous vous déplacez et que se trouve un bateau sur la tuile, vous arrivez, enfin en tout cas du côté, si le bateau était ici, eh bien ça ne marcherait pas. Il faut respecter bien sûr la parcelle, le nerf. Et si vous vous trouvez donc sur le bon côté de la tuile dans cet exemple-ci et que vous rencontrez le bateau sur votre passage, et bien gratuitement vous le combattez. Pour savoir si vous l'avez battu, enfin de toute façon vous l'avez battu d'office, mais pour savoir si vous perdez un viking, vous retournez la tuile. Dans ce cas-ci, ça vous dit que ça vous fait tout simplement gagner un point de victoire. Si vous retournez une tuile et que vous tombez sur ce petit symbole de croix, avec la forme du viking, et bien vous perdez tout simplement un viking qui meurt, que vous placez sur votre plateau. Les vikings qui meurent, qui vont à Valhalla, vous rapporteront des points de victoire. Chaque bateau, voilà les 2 seuls bateaux que vous pourrez trouver, les 2 symboles que vous pourrez trouver sur les bateaux, chaque bateau, qu'il soit comme ci ou comme ça, eh bien vous rapporteront un point de victoire à la fin de la partie. C'est pas cher payé, c'est ce qui doit rapporter le moins, mais si vous en avez beaucoup, ça peut quand même rapporter des points de victoire. Voilà donc en ce qui concerne le déplacement en mer plus la destruction du bateau. On a vu le déplacement des vikings avec le chargement et l'attaque d'un comptoir. Donc l'attaque du comptoir peut se faire en cas de déplacement bien sûr de vikings. Hein. Si j'avais une autre tuile à côté, comme ceci, eh bien, et que je me déplace par la terre, bien sûr je ne peux déplacer que 2 vikings, et donc en 2 actions je déplace l'autre, eh bien automatiquement, de la même façon que le bateau, ça ne coûte pas d'action d'attaquer un comptoir, c'est automatique à partir du moment où vous avez le bon nombre de vikings sur une tuile. Le nombre de vikings sur une tuile, le nombre de bétail sur une tuile n'est pas limité, c'est illimité, même ceux des joueurs adverses. Alors parlons-en parce que j'en ai pas expliqué, mais il peut y avoir très bien des vikings adverses. Ça ne pose aucun problème, il n'y a aucune limite sur toutes les tuiles, que ce soit en termes de bateaux, ou de vikings, ou de bétail. Il n'y aura jamais de combat, d'interaction entre les vikings adverses. Donc je ne sais pas, ils ont passé un accord de paix entre les clans, donc les vikings ne se combattent pas. Donc, en ce qui concerne la récupération du bétail, eh bien, il n'appartient à personne. Ça, c'est une précision. C'est au premier qui le charge sur son drakkar. Donc, dans ce cas de figure, si, par exemple, eh bien, si le joueur jaune a fini ses actions, on va, par exemple, donc, faire ce cas de figure, action du joueur jaune, il se déplace avec le bétail, c'était sa 4e action, il ne peut pas aller plus loin. Dommage pour lui, il n'a pas pu charger donc la poule dans son bateau. Si après c'est au joueur rouge, et ce sera de toute façon au joueur rouge de jouer, eh bien, pour une action, il charge la poule dans le bateau. Et charge avec, parce que sinon le bateau ne pourra pas revenir au continent. Et le joueur jaune a perdu cette poule qu'il a ramenée. Les bétails, tant qu'ils ne sont pas dans le drakkar d'un joueur, n'appartiennent à personne, on peut très bien les voler aux joueurs adverses. Par contre, à partir du moment où ils sont dans le drakkar, c'est terminé. Vous ne pouvez plus les faire sortir du drakkar. Ça appartient aux joueurs, sauf s'ils décident de les déposer sur une autre île au passage. Mais tant qu'un bétail est sur le bateau d'un viking, eh bien, il appartient à ce joueur. Dernière action possible, placer un avant-poste. Pour placer un avant-poste, il faut avoir... Alors, on va essayer de trouver une tuile qui correspond. Voilà. Minimum 2 vikings sur
sur un ensemble de 3 tuiles, puisque le poste, oui, l'avant-poste, va se placer à l'intersection de ces 3 tuiles, en plein milieu. Pour construire cet avant-poste, un seul viking ne suffit pas. Il vous faut 2 vikings, qui soient sur au moins un des territoires qui touchent donc l'endroit où vous allez faire l'avant-poste. Ce qui veut dire que le viking peut très bien être dispatché comme ça, ou comme ça. Ça marche très bien. Vous allez pouvoir construire votre avant-poste. Là, par contre, c'est limité. Un seul avant-poste par tuile que touche l'avant-poste. Donc ça sera impossible pour vous de construire, par exemple, un autre avant-poste ici, puisque dans ce cas-ci, vous utilisez déjà ces 2 tuiles qui ont servi à construire cet avant-poste-ci. Donc c'est impossible. Que ce soit vous, votre adversaire, il est impossible de construire un avant-poste qui touche une tuile qui a déjà été utilisée pour construire un avant-poste. Construire des avant-postes va vous rapporter des points de victoire en fin de partie. Construire un avant-poste vous coûte 2 actions. Voilà pour toutes les actions possibles donc, dans le jeu. Donc on voit que c'est assez rapide, il n'y a pas beaucoup de choix. Donc ça va être à vous de faire au mieux pour rapporter le plus de points de victoire. Alors comment on score les points de victoire? On va y venir tout de suite. Eh bien tout simplement, la première chose qu'on nous explique, c'est le nombre, je vais peut-être les mettre ici, le nombre de lots de bétail différents que vous allez avoir. Donc au maximum, vous allez retrouver 6 bétails. Voilà. Et les points de victoire sont progressifs, comme c'est expliqué ici. 1, 3, 6, 10, 15, 21. Donc plus vous avez de bétail différents, plus vous avez de points de victoire. Dans ce cas-ci, vous toucheriez 21 points de victoire parce que vous avez un lot de bétail différents. Si vous avez plusieurs bétails identiques, eh bien vous commencez tout simplement un second lot et puis vous scorez ce lot au nombre de bétail différents dans ce second lot. En ce qui concerne les bétails, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une rareté sur certaines espèces. Alors, et qu'il y a exactement le nombre de meeples correspondant au nombre d'icônes qu'on va retrouver donc sur les tuiles. Donc il n'y en a pas en plus, contrairement aux bateaux et aux pions comptoirs qui eux sont légèrement supérieurs en nombre pour mixer, pour que ça soit un peu différent à chaque partie par rapport au nombre d'icônes qu'on va retrouver sur les tuiles. Par contre, au niveau des meeples de bétail, eh bien, il y a exactement le même nombre d'icônes et de meeples de bétail. Donc visuellement, vous pouvez savoir à peu près ce qui reste dans la réserve. Et si vous voulez vraiment un type particulier, il va falloir se dépêcher d'aller se jeter dessus sur la carte pour aller le chercher. Car, donc, en ce qui concerne les chevaux, eh bien, il n'y en a que 3. Voilà. Il n'y a que 3 chevaux, par exemple, et il y a 6 cochons, 5 poulets, 5 chèvres, 3 vaches, 4 moutons. Voilà. Il y a beaucoup moins de chevaux que de cochons. Donc il faut voir ce que vous avez ou pas dans votre série, et s'il y en a un qui apparaît, ben, il faut vous dépêcher d'aller le chercher parce que vous aurez peu de possibilités, vous n'en aurez que 3 dans la partie pour aller trouver un troupeau de chevaux. En ce qui concerne les icônes, oui, on voit bien que c'est toujours des troupeaux de bétail, mais on ne met qu'une icône pour représenter le troupeau. On ne met pas 3 meeples pour représenter ce troupeau. Un seul meeple représente le troupeau de bétail correspondant. Donc première chose, pour marquer des points, le bétail. La seconde, eh bien, c'est tout simplement la construction des outposts, des avant-postes. Donc de la même façon, plus vous en construisez, 2, 5, 9, 14, 20, plus vous avez de points de victoire. Donc plus vous aurez d'outposts, plus vous aurez de points de victoire en fin de partie. La façon de scorer suivante, eh bien, c'est tout simplement le nombre de bateaux détruits. Et donc chaque bateau détruit vous rapporte un point de victoire.
Ensuite, ça va être tout simplement la valeur des comptoirs que vous aurez détruits, donc tous ces petits pions que vous avez récupérés et que vous placez face cachée sur votre plateau, et bien à la fin de la partie, vous le retournez et vous comptez le nombre de points. Ensuite, on a aussi un bonus à ne pas négliger, suivant la tactique, de Viking mort. Plus on a de Viking mort, 1, 4, 9, 16, 25, 36, ce qui rapporte le plus de points de victoire, et bien plus on a de Viking mort, plus on a donc de points de victoire. Donc ça peut être aussi intéressant d'avoir beaucoup de Viking morts, ce qui va vous embêter pour faire des actions, mais en fin de partie ça peut être intéressant. La dernière chose que l'on va scorer, c'est l'influence, c'est sur les îles contrôlées. Donc on va gagner un point par tuile. Alors, lorsque l'île, et c'est le seul moyen de scorer donc cette influence, lorsque l'île sera complète, donc on va essayer de le faire comme ceci. Alors là c'est pas bon. On va essayer de trouver une tuile correspondante. Je peux faire ça. Voilà. Pour scorer l'influence d'une île, eh bien, il faut que l'île soit complète, entourée d'eau et complète. À partir de ce moment-là, l'île sera valide pour compter des points sur le contrôle des îles en fin de partie. Pour contrôler une île, le minimum, c'est d'avoir un viking dessus, ce qui vous rapporte un point d'influence et vous permet de dire que vous contrôlez l'île. Dans ce cas-ci, les points de victoire, c'est un point par tuile qui compose l'île. Donc dans ce cas-ci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points de victoire, car l'île est composée de 8 tuiles, donc 8 points de victoire. En ce qui concerne le contrôle, donc au minimum, je vous ai dit qu'il faut avoir un viking, mais les autres joueurs vont bien sûr essayer de prendre cette île aussi. Donc chaque viking rapporte un point d'influence, et chaque outpost rapporte 2 points d'influence. Donc voilà l'intérêt aussi de mettre des outposts, c'est pour tout simplement gagner plus d'influence que si vous y posiez donc un viking. Donc on fait la différence et celui qui a le plus d'influence tout simplement eh bien, remporte les points de victoire et l'autre ne remporte rien du tout en ce qui concerne le contrôle des îles. En cas d'égalité, alors ça y est, je vais regarder puisque je ne m'en rappelle plus. Alors, en cas d'égalité, tout simplement, tous les joueurs scorent la valeur complète de l'île, tout simplement. Donc si on était égalité, comme dans ce cas-ci, puisque là j'ai 3 points d'influence et ici 3 points d'influence, eh bien on scorerait tous les deux 8 points d'influence. Ensuite, en ce qui concerne le scorage général, eh bien c'est fini. Après, on va pouvoir scorer le pouvoir spécifique de chaque capitaine, puisqu'on a un mini-objectif, si on veut bien, pour scorer des points de victoire. Alors, dans le cas du tyran, c'est tout simplement que vous gagnez un point supplémentaire pour chaque comptoir que vous avez attaqué. Donc voilà, donc il y a beaucoup de... Je ne vais pas tous vous les montrer, mais il y a beaucoup de façons de gagner des points de victoire. Les points de victoire un point en coulant le plus de bateaux, voilà, en ayant le moins de vikings, etc., en ayant délivré un type de bétail, etc., etc. Il y a beaucoup de façons de gagner des points de victoire. Donc voilà la mécanique du jeu, ses règles. Comme je le disais en début, ça fait un jeu vraiment, vraiment différent des deux autres. Alors, il est quand même plaisant à jouer. Il n'est pas mauvais comme jeu, mais il diffère vraiment, vraiment des deux autres. Donc, ce qui fait qu'on n'a peut-être pas vraiment le même type de joueur entre les deux chapitres. Et ce chapitre-là, donc s'il y en a des joueurs qui aiment vraiment les deux premiers chapitres, eh bien on va peut-être être déçus par celui-ci. Et si on a du mal à jouer avec des joueurs qui aiment les jeux de cartes, eh bien ils préféreront forcément celui-là. Donc c'est un peu dommage pour jouer la campagne qu'on ait des jeux un petit peu différents. Sinon au niveau de la thématique, ça suit bien, puisque dans le premier, eh bien, on construit des bateaux, qu'on utilise dans le deuxième pour effectuer des raids uniquement
sur la contrée voisine pour pouvoir ramener, voilà, gagner un peu d'argent. Donc on pense qu'on va construire une plus grosse flotte et qu'on va pouvoir aller plus loin, explorer d'autres continents, ce qu'on fait dans Explorers. Donc on explore vraiment tous les continents aux alentours pour y placer notre influence de viking. Voilà en tout cas pour l'explication d'Explorers. Sur ce, je finirai ces vidéos par l'explication de Rune Saga, ce petite extension qui permet de jouer les chapitres ces 3 chapitres en tant que campagne. Et sinon, je vous dis à une prochaine vidéo sur la 5e colonne, et bon jeu!